OK, donc, alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue à la revue hebdomadaire de l'actualité crypto. On est le 3 novembre 2025. Et puis, dans le cadre de cette rencontre-là, bien sûr, petit avis de non-responsabilité, juste pour vous rappeler, pour les gens aussi qui vont lire, qui vont voir cette rencontre-là en différé, de juste de rappeler un peu le contexte dans lequel ça se passe. En gros, c'est pas un avis financier, fiscal ou légal que je donne ici, c'est tout simplement ma compréhension de ce qui se passe dans l'actualité crypto. Je la partage ici. Et puis, faites vos propres recherches. Assurez-vous aussi que tout ce que vous allez prendre comme décision soit fondé sur vos propres décisions. Voilà, qui est dit. Petit rappel sur la plateforme. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être présents lors de la dernière rencontre, toujours possible de revoir ça en différé. Vous pourrez le trouver à travers notre plateforme. Et aussi, dernièrement, il y a eu aussi des rencontres du mardi soir. Le mardi soir, à chaque 2 semaines, je fais des rencontres sur les modules. Donc, c'est des périodes d'apprentissage où est-ce que j'explique certains éléments à la base en tant que tel. Donc, vous allez pouvoir vous rendre sur programme ici. Je vais juste partager mon écran de sorte que vous voyez tout ce qui se passe. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil ici, sur le site web, en haut à droite, vous avez communauté et programme. Et par programme, c'est là que vous avez vos programmes d'enseignement. Il y a Comprendre la révolution Bitcoin, qui est ni plus ni moins plusieurs modules que vous pouvez tous voir là. Pour ceux et celles qui ont assisté à la dernière rencontre, où est-ce que je passe au travers de ces 10 premiers modules, c'est-à-dire la base, ben, il y a évidemment le compte rendu. Là, en fait, c'est carrément un enregistrement de ce qui a été fait la dernière fois. C'était les modules 1 à 6. Bientôt, ce sera 1 à 10 parce que on va continuer, bien sûr, demain soir. Fait que si vous voulez revoir, pour ceux qui ont manqué, ben, vous pouvez revoir ça en visionnant la vidéo ici. Vous pouvez aussi avoir un téléchargement complet. Donc, c'est une espèce de converse podcast qui explique un peu la base, si ça vous intéresse. Donc, vous pouvez télécharger le fichier audio, partir avec ça en voiture, conduire, écouter tout ça. Et puis, bien voilà. Alors, si je retourne à ma petite présentation ici, donc, comme je le disais, vous vous connectez, vous pouvez rentrer dans tout ça. Et puis, il y a aussi l'onglet communauté, où est-ce que vous allez voir aussi, une fois de temps en temps, différentes petites nouvelles ou des articles ou des posts qui sont faits dans la communauté. Et je prends soin aussi de vous donner, via la communauté, accès à cette information-là. Notamment, si on va dans la section, là, ici, dans les différentes rubriques, vous allez voir, en allant sur Accueil, tout ce qui est posté d'une manière ou d'une autre, que ce soit promu ou pas par courriel, tout est là. Vous pouvez faire le tour. Donc, vous avez ici de l'information super intéressante, comme dans ce cas-ci, c'est les dernières actualités que je vous présente aujourd'hui. D'ailleurs, des événements à venir, que je vais d'ailleurs revenir éventuellement là-dessus. Puis, ben, différents petits comptes rendus que je fais de mon côté. Je m'amuse à tomber dans le terrier du lapin, d'approfondir certains sujets. Donc, vous allez avoir toutes sortes d'informations. Alors, allons-y, sautons dans le vif de l'actualité en ce 3 novembre 2025. La première petite actualité dont je voulais vous parler, c'est que le TELUC, donc l'université à distance, a offert une introduction aux crypto-monnaies. Et donc, vous pourrez trouver le lien ici, vous pourrez cliquer ici et avoir accès à cette présentation-là. Vous allez avoir toutes sortes d'informations, notamment sur les monnaies actuelles numériques versus les monnaies numériques de banque centrale. Alors, Frank Jovanovic est un professeur de l'université, d'ailleurs, un professeur en temps normal là, en économie. Donc, très intéressant. Si ça vous intéresse, ça dure 1 heure et c'était gratuit, c'était présenté à tout le monde. Donc, si jamais vous voulez regarder ça à temps perdu, je vous invite à le faire. Côté actualité, une des actualités qui a vraiment attiré mon attention cette semaine, c'est le fait que JP Morgan, qui est la plus grosse banque américaine, a décidé, en fait, de lancer
un fonds d'équité privée en utilisant sa propre blockchain. Donc, c'est le début de la tokenisation des actifs. Alors, pendant longtemps, ils ont géré ça, ce fonds-là, en octroyant des papiers, beaucoup de paperasse, etc. Maintenant, c'est possible d'avoir son propre portefeuille chez JP Morgan et pouvoir acheter des titres qu'on détient réellement dans son portefeuille, dans son crypto-portefeuille. Et puis, ben, c'est une nouveauté. Puis ça repose quand même sur le fait que le Genius Act, depuis le 30 juillet dernier, est en vigueur et ça vient spécifier, vraiment baliser le contexte dans lequel on peut faire justement toute l'économie de la tokenisation. Le projet s'appelle Kinexis Fun Flow. Alors, pour votre information, si ça vous intéresse, vous pourrez lire ce petit article-là ici. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une blockchain sous permission. Alors, ce n'est pas par souci de vouloir être transparent et décentralisé et rendre l'information sur tous les détenteurs des titres accessibles à tous. On n'est pas là-dedans, mais pas du tout. C'est beaucoup plus par souci de rendre leurs opérations beaucoup plus efficaces. Alors, c'est un cas d'utilisation de la blockchain qui est intéressant à étudier. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller faire un petit tour du côté de cet article-là. Autre actualité qui a attiré mon attention, Scott Bessent, qui est dans le fond, qui est le trésorier, le secrétaire à la trésorerie du gouvernement américain, a fait un post sur X, sur Twitter, dernièrement, où il a souligné la création du livre blanc de Satoshi Nakamoto il y a 17 ans. Fait qu'à chaque Halloween, vous allez avoir toujours le même anniversaire qui est souligné, c'est que, bon, Bitcoin a été lancé officiellement par la première transaction. Bitcoin a eu lieu le 3 janvier 2009, mais juste avant ça, à l'Halloween 2008, il y avait Satoshi Nakamoto qui introduisait sur un forum de cypherpunk, là, de hackers qui s'intéressent à la monnaie, qui introduisait sa propre proposition de monnaie pair à pair. Alors, qu'est-ce qu'il dit Scott Bessent? Il dit en gros, 17 ans après la publication du livre blanc, le réseau Bitcoin fonctionne toujours et se montre plus résilient que jamais. Bitcoin ne s'éteint jamais. Les démocrates du Sénat pourraient en tirer une leçon. En fait, c'est par rapport aussi, c'est un clin d'œil au fait que le gouvernement américain est au ralenti parce qu'il est au ralenti, il est fermé. Donc, tous les postes de fonction publique sont mis à l'arrêt. Ils ont fait ça pour faire des économies. Malheureusement, ça va avoir toutes sortes d'impacts dans la société. Mais en fait, tout ça pour dire qu'il faisait un clin d'œil par rapport au fait que Bitcoin ne s'arrête jamais alors que le gouvernement américain est bien capable de s'arrêter. Sinon, autre information, autre actualité très importante, je pense, c'est le fait que Mastercard, qui est quand même pas une petite entreprise, hein, qui n'a pas une carte Visa ou Mastercard dans son portefeuille, ils viennent, en fait, ils sont en pourparlers pour faire l'acquisition de Zero Hash, qui est une entreprise qui est ni plus ni moins un back-office crypto. Dans le fond, c'est une technologie back-end. C'est de la tuyauterie électronique, numérique, de la tuyauterie informatique, si vous voulez, pour pouvoir être capable de gérer tout ce qui s'appelle conversion de monnaie traditionnelle sous forme numérique en stablecoins. Donc, ça veut dire quoi? En gros, c'est qu'ils mettent la main sur une entreprise pour passer au rail numérique crypto. Les rails numériques de notre système à l'heure actuelle nécessitent énormément d'intermédiaires au passage pour pouvoir sécuriser les transactions, pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de double dépense, pour s'assurer que tout est conforme puis que tout balance. Donc, il y a beaucoup de joueurs au passage et en adoptant, dans le fond, en achetant cette compagnie-là, ils vont se permettre de pouvoir basculer sur les rails de la blockchain. Et ça, c'est quand même assez fondamental. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, dans le fond, elle veut cette tuyauterie-là, Mastercard?
C'est parce que, bon, déjà en 2004, les stablecoins ou les transactions de dollars américains par le biais d'une blockchain et des crypto-monnaies, ça valait 27,6 milliards de transactions. C'était beaucoup, beaucoup de transactions. Donc, la capitalisation de tout ça vaut 282 milliards en 2025 contre 28 milliards. On voit que ça a fait fois 10 depuis 5 ans. Donc, c'est en progression fulgurante. Et Citibank, qui est une autre grande banque, estime que le marché va atteindre 1900 milliards d'ici 2030. Donc, ces grosses entreprises-là prennent la décision de se compétitionner elles-mêmes, de se disrupter elles-mêmes, dire on va aller sur la blockchain avant que d'autres le fassent parce que Mastercard, sans le back-office crypto, n'importe qui est capable de faire la même chose que Mastercard. Fait qu'au final, avant que quelqu'un leur prenne leur place, ils ont décidé de prendre leur propre place sur la blockchain. Donc, c'est pas une nouvelle anodine. Autre nouvelle qui a attiré mon attention cette semaine, Bitcoin et la résilience décentralisée. Alors, il y a eu une panne cette semaine de Amazon Web Server. Alors, pour votre information, Amazon Web Server, là, il y a beaucoup de services en ligne qui sont disponibles actuellement et qui sont hébergés sur les serveurs de Amazon. Notamment, tu sais, Zoom là, pour les conférences, Snapchat, Apple Music, etc. Donc, et même la boutique Amazon. Fait que ça veut dire que c'est beaucoup de, même Starbucks, là, c'est beaucoup d'entreprises qui font affaire avec vous, mais qui utilisent les services, la plomberie technologique d'Amazon Web Service. Et là, il y a une grosse panne. Puis là, tout ça s'est tombé en panne pendant un certain temps. Mais pendant ce temps-là, Bitcoin fonctionnait toujours. Et ça jette un peu l'attention, ça jette la lumière sur une problématique du one single point of failure en anglais ou le point unique de défaillance. Donc, si toutes les banques de la planète font affaire avec un fournisseur de services pour, je sais pas moi, envoyer des cartes débit par la poste ou un autre fournisseur pour faire la surveillance transactionnelle, un autre fournisseur pour envoyer des textos. Hein? Si vous voulez vous connecter dans votre compte de banque, ben là, vous avez une double authentification, une authentification à 2 facteurs. On va vous dire, allez donc voir votre texto, on vous envoie un code. Puis ça. Donc, ce sont des entités qui, elles, font affaire avec d'autres entités qui sont spécialisées. Donc, c'est des généralistes qui font affaire avec des services spécialisés. Ben, qu'est-ce qui se passe si ces services spécialisés-là tombent en panne? Ben, ça veut dire qu'il y a plein d'entités, plein de services, plein de sites web à travers le monde qui tombent aussi en panne. Donc, on est en train de se rendre collectivement dépendant de très gros joueurs et c'est très loin de la logique du web au départ où est-ce qu'on décentralise tout justement pour éviter, tu sais, à la base, le web a été inventé pour que les données soient dupliquées en temps réel d'un serveur à l'autre pour résister aux attaques nucléaires. Donc, quand tout le monde met ses œufs dans le même panier au niveau des services, ben, c'est ça que ça donne. Donc, tout ça pour vous dire qu'en parallèle, ben, Bitcoin il a continué à tourner pendant ce temps-là. Donc, il y a plein de services bancaires qui avaient des problématiques d'un certain point de vue. Et puis, Bitcoin est un système antifragile, c'est-à-dire que, bon, chaque panne d'un nœud, tu sais, en fait, dans ce cas-ci, il faudrait que tous les nœuds du réseau Bitcoin tombent en panne. C'est pas tous les nœuds de Bitcoin qui sont hébergés chez Amazon. Il y en a qui sont hébergés chez d'autres fournisseurs. On peut en temps réel aussi améliorer le protocole de Bitcoin. Quand on se rend compte qu'il y a une faille ou qu'il y a une lacune, ben, il peut y avoir des nouvelles versions de Bitcoin qui sont lancées, qui sont proposées dans le réseau, puis être adoptées. Donc, c'est intéressant de voir que Bitcoin est vraiment antifragile et qui est totalement cohérent avec la logique du web, alors que, ben, finalement, la plupart des projets web qu'on connaît ont souvent dans leur
architecture système des services qui représente un point unique de défaillance. Donc, très intéressant de voir qu'on a vécu une grosse panne cette semaine et puis pendant ce temps-là, Bitcoin fonctionnait, il créait un nouveau bloc à chaque 10 minutes. Ensuite de ça, dernière nouvelle dont je voulais vous parler, une révolution monétaire mondiale. Selon Éric Ciotti, qui est un des parlementaires français, qui a déposé une proposition de loi pour faire de la France un État crypto. Alors, le fait que Donald Trump a pris position avec toute son équipe en voulant positionner les États-Unis comme la capitale mondiale de la crypto, ben là, ça donne un coup de barre un peu partout. Le monde il y a beaucoup d'autres gouvernements qui se disent, ben là, il faut pas être à la traîne dans tout ça, il faut agir. On peut pas juste regarder la parade passer. Et donc, il a déposé un projet de loi, OK, qui est très intéressant. Puis, si vous voulez plonger dans ce projet de loi-là, plutôt que de lire un document lourd, verbeux, procédural, qui est un projet de loi, vous pouvez écouter le petit podcast que j'ai fait de 19 minutes ici, bien sûr, dans votre douche ou en mangeant votre toast au beurre de peanut le matin ou en allant travailler dans le métro s'il n'est pas en grève. Et donc, il y a plusieurs informations intéressantes qu'on découvre dans tout ça. D'abord, c'est que la France reconnaît les États-Unis comme un chef de file du nouvel ordre monétaire mondial et que c'est très dangereux pour la France de rester à la traîne dans tout ça. Et que ça peut devenir vite un document, en fait, que la crypto-monnaie ou les stablecoins peuvent venir rapidement un instrument de domination géopolitique américaine. Ça parle aussi du fait que la France devrait créer une réserve stratégique massive de 420 000 bitcoins, ce qui représente seulement 2 des bitcoins en circulation à l'heure où on se parle. Ensuite de ça, le plan de tout ça vise à ce qu'elle possède un tiers des réserves de bitcoin projetées des États-Unis. Donc, les États-Unis ont déjà une grosse flotte de bitcoin. Et donc, déjà là, ils se disent, ben, en fonction si on évalue le PIB des Américains versus notre PIB, ça nous prendrait un tiers de la quantité de bitcoin que les États-Unis ont pour se retrouver dans la même situation. Et puis ensuite de ça, on a des propositions pour faire l'acquisition de nouveaux bitcoins par la France. C'est un projet de loi, hein, c'est pas passé encore, mais c'est quand même déposé. Et par quel moyen la France pourrait réussir à acquérir de nouveaux bitcoins? Ben, c'est par le minage, par les saisies judiciaires, bien sûr. Donc, il y a certains sites qui utilisent des bitcoins pour faire des transformations, des transactions illicites. Le problème, c'est que tu te fais pogner quand tu fais ça parce que ça laisse des traces. Bon, la vente d'actifs de l'État, par exemple, permettre dans le fond, d'échanger certains actifs de l'État, peut-être des immeubles ou des choses comme ça, ou de l'or pour des bitcoins. Et puis aussi de permettre l'épargne populaire. Donc, c'est l'élément le plus audacieux, c'est que ça propose de réorienter 25% des fonds collectés par les très populaires livrets A. C'est l'équivalent, si vous voulez, de votre compte épargne stable. Et puis, c'est en lien aussi avec des fonds d'investissement. Alors, ça voudrait dire que il y aurait un achat de Bitcoin qui serait fait par l'entremise de l'épargne des Français. Et puis, permettre le paiement des impôts. Bref, il y a beaucoup d'informations importantes dans ce projet-là de loi. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller écouter et lire tout ça si vous voulez vraiment voir qu'est-ce que c'est ce document-là. Vous cliquez sur le lien. Et puis, ben voilà, ça va faire le tour. Puis en fait, il y a peut-être aussi une dernière information, dernière actualité que j'ai pas mentionnée, mais qui est un peu dans la même logique, la même lignée que Mastercard et puis leur projet d'acheter, dans le fond, une entreprise dans le but de pouvoir fonctionner sur des rails crypto.
Mais c'est la même chose. Western Union a décidé de passer à Solana. Donc, ils vont utiliser la blockchain pour se créer, la blockchain de Solana, pour se créer leur token à eux pour être capable de pouvoir transiger de la valeur d'un bout à l'autre du globe. Western Union, pour rappel, c'est cette entreprise-là qui permet d'envoyer à l'étranger de l'argent. Donc, c'est très utile pour des gens qui sont immigrants dans un pays, qui se trouvent un travail, qui dégagent un certain profit, qui veulent envoyer des sous à leurs familles qui sont dans le besoin. Alors, malheureusement, ces entreprises-là, comme Western Union, prennent une pas pire cote au passage. Alors, pour être compétitif dans ce milieu-là, ben, Western Union va alléger, dans le fond, son système pour pouvoir transférer cette valeur-là d'un bureau à l'autre de ces succursales-là, et puis de pouvoir permettre à tout le monde de probablement faire des gains sur les frais de transaction et de rester compétitif dans ce milieu-là. Fait que c'est ce qui conclut la revue de l'actualité de la semaine. Je veux juste vous rappeler qu'un wrap-up va être envoyé, donc un retour sur tout ça va être envoyé par courriel avec les différents liens pour voir chacune de ces petites nouvelles-là. Ensuite de ça, l'enregistrement de cette rencontre-là aussi va être disponible dans la section discussion ouverte et puis où j'ai aussi une rubrique qui s'appelle rencontre ou ouais, si je me trompe pas, je peux peut-être aller voir comment ça s'appelle. Ça s'appelle les rencontres hebdo. Donc, c'est dans cette rubrique-là que vous allez pouvoir voir l'ensemble des dernières rencontres. Ensuite de ça, autre chose importante dont je voulais vous parler, il y a un événement à venir. Il y a, puis vous pouvez le voir dans la rubrique événements ici. Donc, c'est Montréal Bitcoin, qui est un groupe un peu autoportant. C'est plusieurs entités, plusieurs entreprises qui se sont mis ensemble pour créer régulièrement des meet-ups. Fait que si vous allez sur le lien, vous allez cliquer sur le lien, vous allez arriver sur la page de Meetup, qui est une plateforme justement de gestion d'événements où est-ce qu'on veut se rencontrer tout le monde ensemble. Et vous allez voir l'information. Alors, ça a lieu à Montréal le 25 novembre prochain. Moi, je vais y être. Donc, de 18h à 21h. Et ça, c'est dans un lieu qui s'appelle le Bon Vieux Temps. Dans la côte Saint-Denis, là, genre entre Ontario et Sherbrooke. Fait que si jamais ça vous tente d'aller faire un petit tour là, moi je vais y être. Bienvenue. Et puis, exceptionnellement, pour cet événement-là, il n'y a rien de planifié. Donc, ils ont vraiment voulu donner la possibilité aux gens de jaser entre eux, parce que parfois, il y a des sujets qui sont abordés. Notamment, il y en a eu un la dernière fois, on parlait de souveraineté monétaire. Alors, la souveraineté du Québec, la souveraineté de l'Alberta, tous ces enjeux-là, ça a été soulevé. C'est très intéressant. En terminant, ben, on est rendu à la période de questions. Donc, je ne sais pas si vous avez des propositions de sujets ou d'actualités qui ont été échappées de ma part cette semaine. Fait que je vais ouvrir les micros et puis je vais arrêter ici l'enregistrement de cette rencontre-là. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à moi pour l'occasion de cette rencontre. Et je vais arrêter l'enregistrement à l'instant.